Joueur rapide, puissant, indestructible, programmé pour gagner, surnommé le cheval fou, Raphaël Poulain est l'espoir du siècle. Il défonce tout sur son passage. Le futur du rugby français. Belle voiture, appartement de luxe, calendrier, pom-pom girl, show au Stade de France et paillettes. Il mène la vie de rockstar des joueurs du Stade français des années 2000. Le monde du paraître. La course à l'armement où c'est à celui qui fera plus que l'autre. Celui qui soulèvera plus, celui qui boira le plus, qui fera la plus grosse connerie. Son corps va se faire broyer par le rugby. Il va ressortir en miettes en perdant une sur les terrains. Cette histoire est terrible et pleine d'enseignements. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Raphaël Poulain. À 18 ans, tout lui sourit. Lui qui habite Beauvais et qui joue au rugby juste avec ses potes pour se faire plaisir, son père reçoit un coup de téléphone du Stade français. Il doit y aller pour passer des détections. L'entraîneur l'appelle à la fin des détections pour lui dire « Tu dois passer ton bac avant de venir ». Mais en loose day, il va voir son daron et il lui dit « On le prend avec ou sans le bac ». Il fait 92 kilos, on n'a jamais vu ça. Il défonce tout sur son passage, il va à 10 000, il a pété 2 clavicule sur l'entraînement. Du statut de jeune star, il a tout pour réussir au rugby, mais son corps va exploser. Il va être littéralement broyé par le monde du rugby qui se professionnalise. Les joueurs qui sont de la chair à canon, toujours dans l'excès et les concours pour savoir qui aura la plus grande. Complètement brisé, il va vivre une carrière qui ferait cauchemarder n'importe quel sportif. Est-ce que vous voyez à la télé cette putain de truc de gladiateur? Oui, ça existe, sauf que c'est 10% de ce qui se passe dans une équipe. Et aujourd'hui, quand un mec me dit il faut les responsabiliser, les jeunes aujourd'hui, oh, c'est à nous de leur donner confiance en eux pour qu'ils apportent le talent sur le terrain. Et on verra après au fur et à mesure si on va pouvoir construire une équipe avec eux, et peut-être qu'il y en a qui vont rester sur le tapis. Sans contrat à 25 ans, dans sa bagnole de sport, il perd son dernier point de permis en se barrant à Saint-Tropez pour aller s'éclater des glaçons sur la tronche, se battre avec les videurs et se bourrer la gueule pendant 2 mois. Il n'a plus de travail, il ne sait pas ce qu'il va faire ni de quoi il va vivre. C'est une brute sur le terrain avec des performances hors normes, des titres et une réputation de dur, mais aussi une brute dans les bars. Il enchaîne les clopes, les pintes et les bringues. On joue un match contre Grenoble, puis en rentrant on dit Max, vas-y comment tu te fringues, on va t'emmener te fringuer quoi. J'étais avec Romain Froment et Pierre Rabadan, il nous a emmenés à Tchirouti, nous file un costard chacun. Puis en sortant de Tchirouti, on le regarde, on dit t'es pas capable de nous emmener à la finale de la Coupe du Monde à Cardiff. Elle me dit ok, 2 jours plus tard, t'as une limousine qui arrivait en bas de chacun, Romain Froment était dans la voiture, Pierre Rabadan et moi j'arrive dans le truc, il y avait Pascal Nègre, Max Gozzini, on monte dans le jet privé de Johnny Hallyday, on atterrit à Cardiff, hôtel 5 étoiles, on voit la finale, et moi donc on se fait enfermer dans une boîte avec les 5 demi-finalistes, à John Alomou qui me passe devant, et le lendemain après-midi, la limousine me redépose en bas de chez moi, et j'ai mon meilleur ami Luc qui faisait dentaire à Montpellier, il me dit putain j'ai pas de quoi me payer des pâtes, et moi je me dis putain je sors d'un truc qui est extraordinaire, et ce que j'ai vécu au Stade français c'est ça, c'est à l'image de cette anecdote, c'était des moments extraordinaires. Comme il aime à nous le rappeler, Raphaël, depuis qu'il est jeune, il court et il court partout. Il est bon dans tous les sports. Il va commencer par le judo, puis par le foot. Et quand tu es un dominant, quand tu grandis et que tu as une maturité physique plus rapide que les autres, bah c'est évidemment plus facile de dominer des gamins de ton âge quand tu les regardes comme ça. Il va atterrir au club de Beauvais chez son père et en 98, quand il a 17 ans, il fait semblant de préparer son bac et t'as son daron qui toque à la porte en lui disant hey, Pep, il y a le Stade français qui vient de t'appeler. En fait, ils l'ont tout simplement vu jouer sur un tournoi en Belgique et c'est comme ça que ça se passe le recrutement, c'est tu vois un gamin avec du potentiel, tu récupères son contact, tu l'appelles et tu lui proposes de venir faire un entraînement. Les Parisiens, ils sont remontés dans l'élite la saison précédente et ils viennent de se qualifier pour les phases finales. Ils sont entraînés par un certain Bernard Laporte. Il va signer chez les juniors du Stade français et pour sa première saison, aux côtés de Mathieu Blin, Pierre Rabadan, il va devenir champion de France junior. Il va passer pro dans la foulée. Il ne comprend pas tout, mais il sait qu'il va être logé gratuitement et gagner plus d'argent que ses 2 parents réunis. Si c'est pas la belle vie ça, sans vraiment comprendre ce qu'il se passe, il va être titulaire pour le premier match de la saison face à Grenoble. Il va être élu homme du match à 19 ans pour sa première en pro. Les médias s'emparent du jeune et lui font la réputation d'un joueur dur et inarrêtable. On lui a mis une cible dans le dos. Il faut arrêter cet ailier de 100 kilos et qui défonce tout sur son passage. Il ne faut pas 1 ni 2, mais 3 joueurs pour l'arrêter. Et pof, il se brise l'épaule, il aura le droit à une vis dans le bras. Et pour le titre du Stade français en 2000, première finale ratée pour Raphaël. Il regarde ses potes qui sont en train de soulever le trophée après avoir joué. Lui, il est en tribune en costard. En 1 an de réchelle, avant de passer pro, il a pris 8 kilos de muscle. Et sans se doper. Mais en réalité, c'est trop. C'est-à-dire que c'est des charges que tu n'es pas capable d'assumer si rapidement. Et en fait, au bout de 6 bons matchs, pouf, ça pète. Après 6 mois de rééducation, il revient et pouf, t'as l'autre épaule qui pète. Mais quand on a 19 ans, rien ne peut nous arrêter. Il reprend la saison suivante et marque 3 essais contre Bordeaux. C'est à partir de ce match qu'il sera surnommé le cheval fou. Bernard Laporte, maintenant sélectionneur du 15 de France, veut le prendre pour un match amical contre la Nouvelle-Zélande. Mais à cause d'une entorse, il ne pourra pas y aller. Quelques semaines plus tard, c'est l'appendicite qui va le
privé du tournoi des 5 nations. C'est pas grave, quand t'es jeune, t'auras le temps, tu vas revenir, tu le sais. Puis arrive ce match contre Béziers dans le stade de la Méditerranée. Béziers, ces grands vestiaires, en fait ces vestiaires immenses qui sentent le vécu, ces casiers qui transpirent l'histoire. Sur le coup d'envoi du match, il se retrouve avec le ballon et là, 3 joueurs le sèchent. Clac! Raphaël a la clavicule de sortie et il a un peu mal au bouliche. Il va aux urgences et lors de l'échographie, en fait tout va bien. Pourtant, le lendemain, il pisse du sang. Il retourne aux urgences et là, on lui explique qu'il y a une de ses testicules qui a explosé. Il va falloir l'amputer. Coup de chance, il en a 2. Alors il reprend et 2 mois plus tard, il se retrouve avec l'équipe de France U21 en Australie. Frédéric Michalak, Thierry Dussautoir, l'avenir de l'équipe de France quoi. Pour son premier match contre l'Australie, il plante 2 essais. Et là, ça va devenir target sur lui. C'est-à-dire qu'ils vont jouer les Samoans. Mais en fait, les Samoans, ils l'ont ciblé. Ils ont dit lui, il faut qu'on le défonce. Sur un plaquage double lame, si tu sais pas ce que c'est double lame, c'est quand t'en as un qui arrive pour prendre en bas et l'autre qui arrive dans l'autre sens pour prendre en haut. Et évidemment, c'est interdit maintenant. Il se fait démolir. Rupture du ligament postérieur du genou. Aujourd'hui, ce serait fin de tournée. Mais à l'époque, la santé des joueurs, elle est accessoire. La priorité, c'est les résultats. Le manager, Jean-Claude Scrella, lui dit qu'il va devoir jouer, qu'il a besoin de lui. C'est un élément clé de l'équipe de France. Il n'y a pas d'autre option. Tu dois jouer. Raphaël ne peut pas et ne veut pas jouer, mais Scrella lui dit qu'il jouera. Strappé de partout. Il peut même plus bouger son genou, mais pourtant, il chante la Marseillaise. Il va jouer 8 minutes contre l'Afrique du Sud et puis son genou il cède. 6 mois de rééducation. À 21 ans, ton corps il est en pleine forme et tu t'en rends pas compte. Mais le bilan il est déjà lourd. 2 opérations des épaules, une opération du genou, une boule en moins et les petites blessures par-ci par-là. Mais t'es une star, tu passes sur les plateaux télé, dans les émissions, t'es le panneau publicitaire du Stade Français, t'es la vitrine du rugby. T'es applaudi par des milliers de personnes quand tu rentres sur le terrain. Et en plus, tu gagnes des titres. En revanche, tu n'as jamais rien fait de normal. Tu ne sais pas ce que c'est que les papiers, l'administratif, la vie et la réalité. C'est normal, quand tu es joueur pro, on s'occupe de tout à ta place pour que tu sois concentré à 100% sur les terrains. C'est comme à l'armée, tu dois être à fond pour ton travail et pas de distraction autour. Et ça paye. Pour la saison 2002-2003, le Stade Français est sur un nuage. Il survole le championnat de France et il remporte le Brennus contre Toulouse sur le score de 32-18. Mais Raph ne joue pas. Un mois avant la finale, dans une soirée avec un BDE étudiant, il a la bonne idée de faire un bras de fer contre des étudiants. Il est avec d'autres joueurs du Stade Français, les autres joueurs ne veulent pas. Par contre, lui c'est le premier à dire ok, je vous prends de la mauvaise main. Il fait le concours de bras de fer et il se brise le bras. Le nerf radial est touché, son bras ne répond plus. C'est un poids mort, il doit arrêter le rugby. Il enchaîne pourtant les rendez-vous avec un neurologue pour essayer de mettre des influx nerveux et de refaire bouger ses doigts, mais rien n'y fait. Et là, il commence à percuter et se dire que ça se trouve, effectivement, son bras n'est plus là et c'est peut-être la fin du rugby. Son médecin l'invite à songer à une reconversion professionnelle. Mais quand on est invincible, on n'écoute pas les docteurs, bien heureusement. Un jour, son doigt recommence à bouger. Il s'accroche et il retrouve la mobilité. Et là, ça y est, le jeune fou laisse place au rugbyman mature. Pour reprendre le rugby, il fait une préparation physique digne de ce nom et sera champion de France en 2004. En tribune, il s'est fait le genou au mois d'avril. Un nouveau titre en costume pour le cheval fou. Et à ce moment-là, il y a un changement qui intervient au Stade Français. Fabien Galtier, son ancien partenaire, va devenir entraîneur du Stade Français. Et le futur sélectionneur du 15 de France, il perçoit Raphaël comme juste un mec bonnard, un fêtard. Un mec avec qui tu passes des bonnes soirées, mais pas comme un joueur de rugby. Et à la fin de l'entraînement, il va l'attraper pour lui dire ses 4 vérités. Tu es un bon mec humainement, mais techniquement, tu vaux rien. T'as pas le niveau pour jouer ici. Ça, c'est fait. Il n'a plus le niveau, techniquement, et en plus, le Stade Français vient de recruter un petit jeune, un Argentin, qui s'appelle Juan Martín Hernandez et qui joue au même poste. Et Juan Martín Hernandez, El Mago, il sait tout faire. Il est au-dessus, il y a pas photo. Alors il va prendre tout ce qu'on lui donne, 5 minutes de temps de jeu par-ci, 10 minutes par-là. Le Stade Français va en finale de la Coupe d'Europe et la semaine d'avant, Raphaël joue à Brive. Il doit prouver qu'il a le niveau pour continuer. Et à l'échauffement, son mollet le lâche. Mais il serre les dents, il ne dit rien. Tu encaisses et tu joues. Le médecin le rassure, il va pouvoir jouer la semaine suivante. Pour préparer la finale, écoute bien, ils vont dans un club med. Soirée karaoké dans la semaine. Bien sûr que c'est le premier à vouloir chanter. Torse nu sur la scène et à la fin de la chanson, il prend son élan pour sauter sur ses potes qui sont en bas. Au moment de l'impulsion, paf, son mêlé se déchire. Pas de finale, c'est terminé. Quelques semaines plus tard, Max Guazzini vient le voir. Son contrat ne sera pas prolongé. Et un corps qu'il a abandonné. Il a 25 ans et il décide d'arrêter le rugby. Il va faire un an d'école et malheureusement, on va ne lui proposer que des rôles de brancardier et de videur de boîte. Il va passer d'un salaire de joueur professionnel à toucher les 400 € du RSA par mois. Son banquier qui est fan de lui, il lui a laissé avoir des découverts à 16 ou 17 000 €. Et là, évidemment, au bout d'un moment, quand tu chutes, tu chutes. Il entre en totale dépression et en février 2010, il va rencontrer 2 coachs mentaux. Il va faire une formation de coach mental, non pas pour devenir coach, mais pour comprendre qui il est, faire une introspection sur lui-même. Il commence à accepter ce que la société et le rugby attendaient de lui, alors que c'était pas forcément ce qu'il était ou ce qu'il voulait. Et il tombe pas dans la clope, la coke et l'alcool comme certains sportifs font en sortant de leur carrière. Lui, il va tomber dans la psychologie et la psychanalyse. Puis, il va se plonger dans la philosophie. Il rencontre sa femme à 28 ans quand il a arrêté le rugby, et là, la pauvre, sa femme, elle va prendre tout son après-carrière dans la tronche. Il y a les nanas, il y a
Il y a la voiture de sport, il y a un petit peu tout ce qui fait rêver. Je joue en première, ça se passe bien, j'ai 22 ans. Voilà, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau dont vous rêvez peut-être ou vous fantasmez. Voilà, les voitures, ça ne sert pas à choper. Voilà, c'est juste pour essayer de désacraliser un petit peu le bordel. Dépression sévère et il termine à 33 ans. Depuis, il a très bien rebondi, il va la reconquérir un an plus tard sur un banc à Biarritz. Il a écrit un livre qui s'appelle Quand j'ai été Superman et ce livre est vraiment poignant. Il nous montre à quel point en fait c'est dur ce qu'il a vécu, mais en même temps c'est beau. Moi je l'ai lu et franchement tu suis ses bons moments comme ses mauvais moments et tu t'attaches au personnage et tu lis des anecdotes que tu verras bien évidemment nulle part ailleurs. Et franchement on a mal pour lui quand on le lit. Il est devenu conférencier et intervenu avec les jeunes du Pôle France à Marcoussis pour alerter et prévenir des dérives que le professionnalisme engendre et se battre pour que les joueurs ne soient plus utilisés comme de la chair à canon. Qu'ils se forment, qu'ils fassent des études, parce que le rugby ça ne dure qu'un temps. Et puis tu sais quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, en fait il faut être prêt à rentrer dans la vie. Et quand t'es pro et que t'as été materné tout le temps, tu n'es pas prêt à rentrer dans la vie. La vraie vie, hein, celle où tu dois laver ton linge, tu dois faire tes papiers, pas celle où t'as un sac de sport quand t'arrives, on te dit là tiens tu prends ton sac de sport, tu jettes ton maillot après l'entraînement, quelqu'un va le laver pour toi. Il a aussi organisé des séminaires sur le leadership et l'écouter parler c'est vraiment impressionnant. Un homme qui a traversé ce qu'il a traversé et qui a cette faculté de rebondir et d'aller de l'avant, honnêtement c'est vraiment beau et la façon dont il s'exprime, pour moi je trouve que c'est un exemple. Et il aborde tout en fait, les problématiques mais qui sont liées à la vie d'humain, à notre condition en général, mais aussi à la vie de sportif ou aux problèmes du rugby et il nous les partage de façon humaine. Écoute, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à me dire qu'est-ce que t'aimerais bien que je fasse, puis on se revoit bientôt. Et si tu veux m'aider à écrire des scripts, c'est avec plaisir, à mon contact. Allez, topette l'ami.